Alors, je vous ai parlé des spécimens qui ont disparu. Je n'ai pas projeté d'Homo d'Australopithèque, ni de crâne d'Australopithèque, ni de crâne d'Homo erectus. L'Homo erectus, c'est l'ancien pithécanthrope. Ici, vous avez deux crânes fossiles, des hommes qu'on appelait dans le temps Homo faber ou homme de Néandertal. Celui-ci est européen, c'est l'homme de la chapelle aux saints. C'est le premier découvert, l'homme de Néandertal. Et celui-là est africain. C'est l'homme de Broken Hill. On l'a trouvé dans le pays qu'on appelait avant la Rhodésie du Nord, et c'est la Zambie actuelle. On pensait à l'époque que cet homme est plus récent que celui-là, parce que tout ce qu'on trouvait en Europe était ipso facto considéré comme plus ancien que tout ce qu'on trouvait en Afrique, même quand les deux crânes se ressemblaient, n'est-ce pas, à s'y méprendre. Mais depuis l'avènement des méthodes de chronologie absolue, et ce sont ces méthodes-là qui ont permis de placer le berceau de l'humanité en Afrique, il ne faut pas l'oublier. Sans les méthodes radiométriques de datation, on n'aurait jamais pu affirmer que l'Afrique fut le berceau de l'humanité. Ce sont ces méthodes qui ont apporté leur verdict, en particulier la méthode du potassium-argon, qui ont donc permis d'établir que les faits archéologiques africains sont plus anciens que ceux de tout le reste du monde. Et non, je n'ai pas fini, un seul mot. Alors, donc ce crâne, j'avais tendance, moi je pensais, je faisais partie de ceux qui pensaient, que l'homme de Néandertal au moins est une spécialisation, si vous voulez, de l'Homo erectus en Europe, dans les conditions de la glaciation, et je n'étais pas loin de croire que l'homme de Néandertal est spécifiquement européen et qu'il s'est éteint sans laisser de descendance. Mais le fait qu'on ait trouvé finalement que ce spécimen africain, qui est le correspondant, soit plus ancien, oblige à remettre tout en question. C'est cela, c'est que l'effet chronologique donne toujours des résultats qui montrent que les fossiles africains sont les plus anciens. Voyez, parce que nous aurions pu dire que celui-là est le plus ancien et que c'est un spécimen typiquement européen par la spécialisation de l'Homo erectus en Europe. Mais alors, à ce moment-là, les Néandertaliens européens devraient être plus anciens que les autres Néandertaliens du reste du monde. Et en particulier, plus anciens que les Néandertaliens africains. Eh bien non, le Néandertalien africain que vous avez là a été daté par la racémisation et il est plus ancien que celui-là. Il date de 110 000 ans et celui-ci remonte, dans le meilleur des cas, à moins 80 000 ans. Par conséquent, on est obligé de reconnaître que tous les fossiles, n'est-ce pas, humains, sont originaires d'Afrique, que tous ces hommes, tous ces spécimens sont nés en Afrique. Retenez aussi que ces deux spécimens ont les yeux plantés, vous voyez, au niveau du crâne. Ils n'ont pas de front, vous voyez. Ils n'ont pas de front comme vous et moi. Les yeux sont plantés ici. Par conséquent, ils n'ont pas de cerveau antérieur. Et c'est extrêmement important dans le domaine de l'évolution. Et de ce seul fait, puisqu'ils n'ont pas la même structure du cerveau antérieur, le lobe antérieur du cerveau leur fait défaut, et ce lobe, c'est le lobe de l'imaginaire, c'est le lobe qui permet à l'homme de créer des choses qui n'existent pas, si vous voulez, et donc ceci a suffi pour que ces hommes n'aient jamais réussi à franchir le seuil de la sublimation de la nature dans la création de l'œuvre d'art. L'homme de Néandertal n'a jamais nulle part créé de l'art. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on aurait pu, ici ou là, trouver un embryon d'art. L'homme de Néandertal est responsable d'un outil extrêmement raffiné. C'est l'industrie moustérienne. Il est le responsable de cette industrie. Et même la phase finale de cette industrie se confond avec l'industrie du point de vue même de la finition, se confond avec l'industrie aurignacienne, un certain faciès de l'industrie aurignacienne. Mais, donc, des performances techniques extraordinaires, mais il n'a jamais réussi à sublimer la nature et à créer de l'art. C'est l'Homo sapiens sapiens, celui qui aura un front et un lobe antérieur du cerveau. C'est celui-là, qu'il soit noir, blanc ou jaune, qui va sublimer la nature, qui crée de l'art
Et c'est lui qui est responsable, par exemple, des peintures dans les grottes de la région de Lascaux. Alors, passez au suivant. Alors ici, je voulais vous montrer. Voilà le premier négroïde qui est entré en Europe. Voici la première population européenne. C'est l'homme de Grimaldi qu'on a trouvé dans la grotte, justement, de Grimaldi à Menton. Vous le trouvez au musée de Monaco, si vous allez à Monaco. Vous voyez son prognatisme. Vous voyez, il est hyperdolicocéphale. Et il aura vécu, il était le seul à occuper l'univers il y a 40 000 ans. Il n'y avait pas encore, dans l'état actuel de la recherche préhistorique, l'apparition d'autres races d'Homo sapiens sapiens. Il n'y avait que des négroïdes sur toute la planète. Et cet homme, donc, va rester en Europe dans les conditions très dures de la glaciation, comme je vous l'ai dit. Et c'est au bout de 20 000 ans que, par adaptation et par mutation, il donnera naissance au type proprement Cro-Magnon. Est-ce que tout le monde voit? Il faut pousser le tableau. Vous voyez, donc, la morphologie du Cro-Magnon, l'orthognatisme, vous voyez, le prognatisme disparaît. Et vous avez la véritable morphologie de l'eucoderme qui n'apparaît que 20 000 ans après l'introduction du grimaldien et de son industrie aurignacienne en Europe. Et celui-ci, c'est l'homme de Cro-Magnon. Il est le responsable d'une industrie qu'on appelle l'industrie solitréenne, en forme de lames très belles, qui sont comme des lames de laurier, des feuilles de laurier extrêmement belles. Mais l'idéologie tend à substituer maintenant cet homme à celui-là. Ce que je vous dis, tous les spécialistes le savent. Mais lorsqu'ils vous enseignent la préhistoire, ou lorsqu'ils écrivent la préhistoire pour des non-prévenus, ils parlent de l'homme de Cro-Magnon et ils sortent l'homme de Grimaldi. On n'en parle pas ou on l'assimile en Cro-Magnon. Voilà une façon de remonter le courant de l'histoire qui n'a aucun intérêt scientifique. Je vous dis, ne perdez pas le sens de cet exposé. C'est tout simplement de suivre, le seul intérêt, c'est de suivre l'évolution telle qu'elle s'est réalisée vraiment, c'est tout, c'est le seul intérêt. Et de voir comment la civilisation actuelle est née et les différentes mutations qu'elle a connues, c'est le seul intérêt. Alors ceux qui, donc, sciemment, et prenez la plupart des ouvrages, vous verrez toujours, on parlera du type de Cro-Magnon, des Cro-Magnoïdes, et on parle de moins en moins du Grimaldi, et c'est le Grimaldi qui est là, qui a donné naissance au Cro-Magnon. À telle enseigne que, à Paris, il y a 5 ou 6 ans, le professeur Prunieras, justement, avait organisé une table ronde aux entretiens de Bichat, qui ont lieu, je crois, tous les mois d'octobre, chaque année, pour étudier en laboratoire le processus de dépigmentation, justement, du négroïde pour donner naissance au leucoderme. Donc, c'est vous dire que ces idées, maintenant, tout le monde commence à les accepter comme des faits. Alors, ici, j'ai reproduit presque sous le même angle un bambara. Ça, c'est un crâne malien. Il est malien parce que c'est un crâne dont nous avons disposé à l'IFAN dans la collection. Le premier crâne sur lequel je suis tombé, ça aurait pu être un crâne de Sénégalais ou de Voltaïque ou de n'importe. Donc, c'est un crâne qui donc, appartient à la collection de l'IFAN, le crâne de l'anthropologie physique. Et vous voyez, c'est le même prognatisme que vous avez là et là. Vous ne pouvez pas distinguer cet homme, ce négroïde de la préhistoire, du paléolithique supérieur, vous ne pouvez pas le distinguer, ou presque pas, de ces nègres d'aujourd'hui. Oui. Donc, vous voyez aussi donc qu'à cette époque-là, il n'y avait que des dolicocéphales. Les races brachycéphales n'existent pas encore, et la brachycéphalie n'apparaîtra qu'au mésolithique. En fait, c'est la mésocéphalie qui va apparaître au mésolithique vers moins 10 000. Et ensuite, dès que nous entrons dans le néolithique avec le brassage des races humaines à l'échelle de la planète, compte tenu des navigations, toutes les régions de la Terre communiquaient absolument, il ne faut pas l'oublier. Vous ne pouvez pas imaginer la densité des navigations du néolithique. Et à partir de ce moment-là, donc, les constantes, les indices morphologiques changent et la mésocéphalie apparaît, la brachycéphalie aussi apparaît, et les races brachycéphales sont beaucoup plus récentes. Passons au suivant. Voilà donc aussi la sculpture, toujours, des négroïdes qui étaient en Europe à cette époque-là. C'est l'époque aurignacienne, vous voyez le nez, vous voyez le front, et
vous voyez aussi le prognatisme. C'est typique, c'est une tête que l'on trouve à Saint-Germain, au musée de préhistoire de Saint-Germain-en-Laye. C'est un négroïde typique qui appartient à cette époque-là. J'aurais pu vous projeter des statuettes beaucoup plus typiques encore de femmes, mais ça nous aurait mené très loin. En tout cas, toute la population européenne était une population négroïde, et je vous en projette comme ça quelques spécimens pour vous montrer que ce n'est pas une vue de l'esprit. Passez au suivant. Alors là, vous voyez la représentation, ça c'est le sorcier dansant de la Corrèze, dans le midi de la France, et ça c'est le sorcier dansant que vous trouvez en Afrique du Sud. Et nous savons maintenant que les peintures africaines sont beaucoup plus anciennes que les peintures européennes. Les peintures sur grotte, dans les grottes, et les peintures sur roche, l'époque la plus ancienne en Afrique. En Namibie, dans la grotte Apollo, on a des peintures qui sont datées entre 32 000 ans et 28 000 ans. Et en Tanzanie, on a des peintures qui sont datées de 35 000 ans. Tandis que les grottes de Lascaux remontent justement à l'âge du Magdalénien, c'est-à-dire à moins 15 000 ans. Par conséquent, l'effet artistique africain peut très bien expliquer l'effet européen maintenant. Le décalage chronologique le permet largement. Et vous me direz le problème du déplacement. On a calculé que si chaque génération se déplaçait seulement de 50 km, au bout de 10 000 ans, elle serait en Chine. Donc, ce n'était pas de grandes migrations qu'on entreprenait, c'était des petits déplacements à la semaine comme ça. Et au bout de 10 000 ans, l'humanité fait le tour des continents. Passez au suivant. Et ça, c'était déjà des danses masquées, ce sont des hommes masqués, vous voyez. Alors là aussi, c'est l'âge du paléolithique supérieur. Vous voyez ici, n'est-ce pas, la tête d'un bovidé. Donc, vous avez là aussi, parce qu'on ne voulait pas reconnaître que l'Afrique est un paléolithique supérieur. Ça, c'est une peinture qu'avait relevé Léon Frobenius en Afrique du Sud. Passez au... Alors, voilà la limite des régions habitables de l'Europe à l'époque. Vous voyez, toute la Scandinavie était sous les glaces. Il n'y avait pas de traces d'hommes, jusqu'à moins 10 000. N'était pas habitable. Une bonne partie de l'Angleterre n'était pas habitable. Tout le nord, toute la Sibérie était inhabitable. Et donc les hommes étaient ici, là. Vous voyez, c'était là, Monaco, hein? Menton, ils sont là, c'est là qu'on les a trouvés. Une fois entrés en Europe, alors vous me direz, comment les hommes ont-ils pu naviguer il y a moins 40 000 ans? On savait qu'avec des radeaux et des moyens de fortune, on pouvait traverser ici. Parce que la plupart des eaux étaient retenues précisément par les glaces, puisque la terre était très froide. Par conséquent, les océans s'étaient rétrécis, et c'est ainsi que le détroit de Bering est devenu guéable. Le détroit de Bering, donc l'eau s'était retirée, et on pouvait passer de l'extrême Asie en Amérique, en Alaska, et c'est comme ça que les hommes ont traversé vers moins 15 000 pour aller peupler l'Amérique. De la même façon, les Africains ont pu traverser ici, les négroïdes, pour venir en Espagne, et c'est ici que vous trouvez les peintures, justement, dans les grottes et dans le milieu de la France. C'est là que vous les trouvez. Ensuite, ils sont partis jusqu'au bord de la mer Noire, n'est-ce pas? Et ils ont continué jusqu'en Asie. Donc ça, c'est la limite, le front des moraines glaciaires qui montre que cette seule partie de l'Europe était habitable à l'époque. Alors ici, vous voyez, l'Europe idéologique avait inventé un homme fossile, un faux. Cet homme est un faux, qui a été créé de toutes pièces par un savant talentueux, on dit un géologue, qui s'appelle Dawson. Et vous voyez bien, il a un front haut. Vous voyez, donc un front comme nous tous ici, blanc, noir ou jaune. Et il a une mâchoire simiesque de singe, avec des canines de singe. Et ce spécimen avait été fabriqué et enterré justement dans les boues du Sussex en Angleterre, et on a téléguidé sa découverte, et les savants se sont appuyés sur ce faux fossile pour développer la théorie des présapiens pendant 50 ans. Et des savants de l'étoffe, je ne sais pas si je dois les citer, en tout cas je les ai cités dans Civilisation Barbarie, des savants de bonne foi se sont appuyés sur ces travaux, enfin sur ce fossile fabriqué de toutes pièces, sur cette supercherie, pour développer
la théorie de l'apparition précoce d'un Homo sapiens en Europe et par conséquent pour appuyer la théorie du polycentrisme. Vous voyez donc la philosophie raciale qui sous-tend la théorie du polycentrisme. En fait, les savants, dès qu'ils ont commencé à découvrir que l'humanité était une et qu'elle est de souche nègre, ils ont voulu à tout prix éliminer cette souche pour trouver une autre origine relativement différente, de manière à pouvoir rétablir la hiérarchisation raciale. Et ça a poussé à commettre des crimes comme ça contre la science. On a dit que Dawson, que c'était pour se venger, que c'était pour ridiculiser un colloque, etc. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'à ce moment-là, une fois que le résultat est atteint, on révèle la supercherie, et puis c'est tout. On ne laisse pas l'humanité et la communauté scientifique s'induire en erreur pendant un demi-siècle. On ne laisse pas une chose comme ça, parce que jusqu'à leur mort, ils n'ont rien dit. C'est lui qui a fait l'invention. Donc ce n'est pas exact, parce que c'est seulement en 1954 qu'un savant anglais travaillant au British Museum, qui s'appelle Oakley, un savant de bonne foi, a analysé la quantité de fluor contenue dans la partie supérieure du crâne et la quantité de fluor contenue dans la mâchoire, en partant de l'hypothèse que si les deux parties appartiennent au même individu, le taux accumulé de fluor dans les deux parties sera le même. Mais si on est en face d'une supercherie, sûrement le taux d'accumulation sera différent. Et effectivement, Oakley a trouvé un taux différent. Et c'est comme ça qu'on a su que ça a été une supercherie. Et de là, alors, on a poussé l'analyse et on a vu que l'inventeur avait utilisé un sel de chrome. Donc, on a analysé le crâne aux rayons X et on a pu mettre en évidence les atomes de chrome qui ont été utilisés pour induire, justement, pour donner une patine et donc une apparence d'ancienneté aux fossiles et tout. Analyse aux rayons X. Et maintenant, la génétique des fossiles, qui est une science tout à fait nouvelle, qui a permis de préciser même l'origine africaine de l'humanité, a permis de savoir que cette mâchoire était une mâchoire d'orang-outan. Parce qu'on sait que la génétique des fossiles a permis en particulier de préciser que c'est le chimpanzé qui est vraiment à l'origine de, si vous voulez, de la branche humaine, si vous voulez, qui est plus proche de l'homme que les autres singes comme l'orang-outan et le gorille. Et des chimpanzés et des gorilles, on n'en trouve qu'en Afrique. Ceci est une précision supplémentaire quant à l'origine africaine de l'humanité. Passez au suivant. Oui, alors là, nous entrons donc dans la période historique. Voilà les Égyptiens tels qu'ils se sont vus et représentés. Vous voyez, l'Égyptien, l'homme parfait, par excellence, c'est comme ça qu'il s'est désigné. Le voilà. Et les Indo-Européens sont symbolisés par celui-ci. Les autres Noirs du continent sont représentés ici. Donc, voilà l'Égyptien. Voici toutes les races européennes. Voici les autres Noirs de l'intérieur de l'Afrique. Et voici les Sémites. Vous voyez, ce document existe, a été relevé par l'EFSUS depuis 150 ans. Et c'est la première fois qu'on vous le projette. Si on illustrait les manuels d'histoire avec des documents de ce genre, personne ne douterait de l'origine typiquement noire de la civilisation égyptienne. Pourquoi la recherche scientifique a-t-elle gardé cachés des documents aussi parlants pendant 150 ans, sans jamais prendre le risque de les utiliser dans une illustration quelconque? Voilà encore aussi la tendance idéologique de l'information. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait de plus en plus d'Africains qui plongent, n'est-ce pas, qui consultent les documents et qui voient, n'est-ce pas, tout ce qui peut être intéressant pour l'information africaine. En tout cas, vous voyez ce type, il est identique à celui-là. Jusque dans son habillement, c'est la même couleur noir foncé. Et c'est le type générique de la race. Exactement comme Phidias sculptant Apollon. Ce n'est pas tel ou tel Égyptien, c'est tous les Égyptiens qui sont vus par l'artiste égyptien lui-même. 1300 ans, c'est 1200 ans avant Jésus-Christ. Nous sommes dans le tombeau de Ramsès III. C'est-à-dire ce pharaon-là même qui a fait face à la grande poussée des peuples de la mer. Donc des populations indo-européennes qui sont entrées en Égypte. Passez au suivant.
Voilà, vous avez le même type encore ici, ça c'est en noir et blanc, c'est beaucoup plus clair. Vous voyez le noir, et donc ici l'Égyptien, avec leurs noms respectifs, les Ramutu, les Diamou, les Nahashiou et les Temerou, qui sont représentés par le type assyrien. Et la polychromie garantit la réalité des couleurs parce qu'on a voulu représenter les différents types humains avec toutes leurs particularités. Donc les Égyptiens ne se représentaient pas différemment des autres noirs de l'Afrique. C'est ça que je voulais vous dire. Seulement, ils se peignaient souvent en ocre rouge et quand vous les voyez justement avec cette couleur très particulière, vous oubliez que l'Afrique, depuis le Paléolithique supérieur, s'est peint en ocre rouge, justement. Qu'on a trouvé au Swaziland la mine la plus anciennement exploitée qui remonte à moins 28 000 ans. C'est le docteur Dart qui l'a trouvé et c'était pour extraire de l'ocre rouge. Et sur la plupart des squelettes africains enterrés, vous trouvez toujours cette peinture d'ocre rouge qui au Sénégal n'a disparu que pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc les Égyptiens se peignaient en rouge. Quand ils ne se peignaient pas en rouge, ils étaient comme tous les autres naturels de l'Afrique. Mais il y avait toujours cette gamme de couleurs qu'il y a là, des Africains qui sont plus ou moins clairs et des Africains qui sont plutôt foncés. Et là, les Égyptiens n'ont pas hésité à utiliser le type le plus foncé pour se représenter et pour représenter justement la nation égyptienne à côté des autres nations du monde. Alors ici, c'est le missing link. Regardez cette coiffure, ceux qui connaissent, ceux qui sont familiarisés aux données égyptiennes. Vous voyez bien cette coiffure, c'est la coiffure de la Haute-Égypte. Et c'est trouvé, alors voilà le document original. Et vous avez donc, on a reproduit ici cette coiffure que vous retrouvez là. Vous voyez, elle est là. Elle est là sur le document original. Et elle est reproduite ici, dessinée pour montrer que le dessin est conforme à l'original. C'est un encensoir qu'on a trouvé à Costule en Libye. Et ce que je vous montre là, avec Horus, vous voyez ici l'oiseau Horus, donc ce sont les insignes de la royauté égyptienne de la Haute-Égypte, attestés en Afrique noire, en pleine Nubie, 3 générations avant Ménès, c'est-à-dire avant la première dynastie égyptienne. Et c'est une confirmation singulière des dépositions de tous les historiens de l'Antiquité, en particulier des dépositions de Diodore, disant que les Éthiopiens, c'est-à-dire les Soudanais de l'Antiquité, l'Éthiopie dont parlent Hérodote et Diodore, ce n'est pas l'Éthiopie d'Aksum, c'est l'Éthiopie de Napata et l'Éthiopie de Méroé. Cette région-là, on l'appelait l'Éthiopie, et donc c'est le Soudan actuel, c'est la Nubie. Et ils pensaient donc, nous voyons donc que la royauté était effectivement attestée là, et que l'organisation sociale a suivi graduellement la vallée, et que ce que disaient les Égyptiens, les Éthiopiens, était bien exact. Ils sont les ancêtres des Égyptiens dans la voie de la civilisation. Ils vont leur léguer leur architecture. Vous voyez ce domaine funéraire. Voici le palais royal. Regardez bien cette architecture, parce que c'est ce que nous retrouverons à la 3e dynastie en 2778, avec la 3e dynastie. C'est cette architecture que nous allons retrouver dans l'ensemble funéraire de Djoser. Donc, la royauté africaine, la plus ancienne du monde, la voilà. La royauté la plus ancienne, parce que plus ancienne même que la royauté égyptienne, que l'on considérait comme la plus ancienne, elle est de Nubie, c'est dans la région de Costule, et c'est l'université, l'Institut oriental de Chicago, qui, pendant les fouilles en catastrophe en 1964, avait extrait cet objet, et les Américains l'ont étudié, et finalement, donc, voilà les conclusions auxquelles ils ont abouti. Passez au suivant. Alors ça, c'est l'ancienne population, il s'appelle Terra Neter, le maître, n'est-ce pas, de ce palais. Il appartient à la race noire des Anous, et c'est la plus ancienne population de la vallée du Nil, une population négroïde. Passez au suivant. On va aller vite pour... Alors ici, c'est Osiris, le dieu de la race. Vous voyez aussi, il est peint en noir charbon. Un peuple qui peint ses dieux en noir mat. Vous voyez, donc montrant, Osiris est toujours peint comme ceci, et il est assis sur le trône divin. Passez au suivant. Alors voici Ménès, ou Narmer,
3300, donc le premier pharaon historiquement attesté dans la vallée du Nil. Et c'est pour ça que je vous ai montré ce qu'on peut appeler le missing link, c'est-à-dire la royauté nubienne qui a précédé de 3 générations celui qu'on considérait comme le premier pharaon qui inaugure la première dynastie égyptienne. Et vous voyez bien que ce pharaon, vous voyez justement ceux qui vous disent que quelquefois on dit que l'Égyptien était à l'origine des leucodermes, je ne veux pas trop appuyer sur ces termes-là, c'est-à-dire des blancs qui se sont nigrifiés. Vous voyez bien que c'est tout le contraire, tout au plus ils seraient des noirs qui se seraient métissés progressivement au contact des autres peuples, surtout à partir de la 19e dynastie avec l'arrivée des peuples de la mer. Passez au suivant. Donc ici, vous avez également, justement Djoser, le pharaon de la 3e dynastie dont je vous ai parlé, avec sa puissante figure et ses traits négroïdes caractérisés. Avec lui, tous les éléments de la civilisation égyptienne étaient déjà en place. 2778, c'est Imhotep, dont je vous ai parlé, vivait du temps de Djoser. Passez au suivant. Ici, c'est encore Djoser, regardez ses traits négroïdes également, et vous verrez tout à l'heure son domaine funéraire. Donc, tous les pharaons du début de l'histoire égyptienne, vous les voyez, ce sont des noirs caractérisés, comme tous les autres noirs de l'Afrique. Et c'est sur cet aspect que je voudrais insister pour que vous voyez que quand on vous parle de la composante africaine de la civilisation égyptienne, ce sont des euphémismes qui sont inacceptables pour l'information scientifique. C'était des Africains qui souvent même étaient plus foncés, n'est-ce pas, et plus pigmentés que les Africains de l'intérieur et, par exemple, les Africains de la boucle du Niger. Passez au suivant. Ici, vous avez Khéops, il s'appelait Khufu, parce que les noms aussi, pour les vrais noms égyptiens, ce n'est pas ce qu'on nous donne. Khéops, vous voyez bien, c'est celui qui est enterré dans la grande pyramide. Il s'appelait Khufu ou Kofi. À l'autre, passez au suivant. Un nègre caractérisé aussi. Alors, vous avez le Sphinx. Là aussi, vous voyez, c'est un noir caractérisé. Et le Sphinx, tel que l'a trouvé la mission française sous Napoléon. Ce sont les Français en Égypte qui montent sur le Sphinx, qui sont en train de faire des mensurations. Et voilà le profil qu'ils ont livré du Sphinx du temps de Napoléon. Napoléon était parti avec une équipe de savants pour faire des relevés scientifiques exacts. Et depuis un siècle, et presque 2 siècles d'érosion, n'est-ce pas, on fait que le faciès du Sphinx a beaucoup changé. Mais voilà tel que l'avait trouvé justement Napoléon, et très probablement aussi Volney, qui à cette époque-là était allé en Égypte et avait donné le témoignage que vous connaissez. C'est le pharaon Khéphren, donc un nègre caractérisé. Au suivant également. Donc vous voyez bien, les Égyptiens de la première dynastie, les Égyptiens de l'époque des pyramides, c'était des Noirs comme vous et moi. Ici, Mentuhotep Ier, le fondateur de la 11e dynastie, 2100 avant Jésus-Christ, également, vous voyez, noir caractérisé. Au suivant. La Aménophis Ier, un des pharaons les plus énergiques de la 18e dynastie, également, vous voyez, type noir caractérisé avec cheveux crépus. Voilà les bâtisseurs de la nation égyptienne. Alors si ces gens ne sont pas comme vous et moi, alors si vous ne pouvez pas vous réclamer de la civilisation créée par de tels gens, je vous demande, c'est que non, il faut revenir en arrière. Alors, oui, c'est ça. Voilà, donc Aménophis Ier, on revient sur sa mère. L'autre, c'est sa mère. C'est lui qui va venir. Athmosis, la reine Athmosis. Passez au suivant. Sa mère, voici sa mère, noire comme lui. On dirait une princesse de l'Afrique, vous voyez bien, de n'importe quelle de la région ouest africaine, avec les formes élancées et tout. Athmosis Ier, donc 18e dynastie également. La reine Athmosis Nefertari, 18e dynastie. C'est la mère du pharaon que je viens de vous montrer, et qui sont tous des noirs typiques, et qui ont bâti la grandeur, qui ont fait la grandeur de l'Égypte. La 18e dynastie, c'est la dynastie qui va inaugurer justement l'impérialisme égyptien après la sortie des Hyksos. Et c'est Thoutmôsis III qui va porter les frontières de cet empire le plus loin vers le nord, précisément. Passez au... Ici, vous avez Akhenaton, le pharaon de la grande réforme,
avec sa femme et ses 3 filles, la reine Nefertiti, dont on a vanté la beauté, mais elle ne pouvait pas être belle pour plusieurs raisons, mais passons. Alors, ça, c'est ça, une des filles du pharaon, et vous voyez, l'autre est là, et la troisième est là. Regardez l'hyperdolicocéphalie. Regardez la dolicocéphalie de ces 3 filles. Cette déformation des crânes qu'on trouve chez les Mangbetu, précisément, de la région africaine ici. Et les traits typiquement négroïdes, justement, de la fille qui est l'inventeur, de celui qui est l'inventeur du premier monothéisme. Vous savez que c'est le pharaon iconoclaste qui avait dit que la puissance de Dieu était incompatible avec une représentation imagée et qui a détruit toutes les représentations de Dieu, qui a dit qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, dont le soleil symbolise la puissance, et ce sont les rayons du soleil que vous voyez comme ça, qui ne sont que des symboles de la puissance divine, n'est-ce pas, que le Dieu, que le pharaon est en train d'adorer. C'est ce qu'on appelle la réforme de El Amarna, et donc c'est la société noire qui a été la première à dire que Dieu est un, et a refusé même une représentation imagée de Dieu, et par là même a préparé largement la voie, comme vous le verrez par la suite aussi, la voie aux religions révélées. Passez au suivant. Alors voilà sa fille, vous voyez, j'ai agrandi la fille qui était sur les genoux de sa maman. Regardez ses traits négroïdes, elle est plus négroïde que toutes les filles qui sont dans cette salle, et sa coiffure totémique typiquement africaine et sa forme dolicocéphale comparée au crâne d'une femme Mangbetu. Passez, donc nous sommes en plein en Afrique. Alors ici, nous avons représenté Ramsès II et un Tutsi. La coiffure Tutsi, c'est dommage, on a coupé en haut, vous voyez, donc la coiffure Tutsi et le casque de Ramsès II, identique. Vous voyez bien la coiffure Tutsi, vous la connaissez tous. Alors on s'est souvent demandé pour quelle raison le casque de Ramsès II a-t-il cette forme bizarroïde, mais si on a des cheveux crépus, et si on est coiffé comme ce Tutsi, et si on doit porter un casque de bronze comme on l'a fait au Nouvel Empire pour aller faire la guerre, parce que l'état du Nouvel Empire est devenu un état militariste du fait de l'occupation Hyksos, le casque ne peut revêtir que cette forme-là du casque de Ramsès II. Donc vous voyez que l'Égypte renvoie à l'Afrique, n'est-ce pas, et l'Afrique éclaire l'Égypte également. Passez au suivant. Ici, vous avez une reine du delta de basse époque, donc jusqu'à la basse époque, vous voyez, les Égyptiens étaient des noirs typiques. Passez au suivant. Là, j'ai fait une composition, c'est une Sénégalaise quelconque, une Égyptienne. Alors, vous voyez, la coiffure africaine actuelle est néo-antique. Les Africaines des villes reproduisent spontanément la coiffure antique égyptienne. Ça, c'est l'art égyptien. Regardez ces 2 jeunes filles, ça c'est l'art, ça c'est la réalité africaine, l'art égyptien, la réalité africaine. Et entre les deux, vous avez de vieilles paysannes venues de l'intérieur de l'Afrique qu'on trouve dans le tombeau de Horemheb à la veille de la 19e dynastie, c'est-à-dire autour de 1300 avant Jésus-Christ. Et alors on vous dira que ça, ce sont des négresses typiques, que c'est ça le type nègre. Vous voyez que c'est une question de situation sociale. Parce qu'il y a autant de différences entre ces paysannes aux extrémités anguleuses et cette jeune fille qu'entre ces paysannes et cet art égyptien, justement, cette autre jeune fille. Donc c'est une question de situation sociale, vous voyez. Cette jeune fille a exactement les mêmes traits que celle-ci, parce que c'est une femme de la ville, n'est-ce pas, qui est habituée à un autre style de vie que les pauvres paysannes qui sont à l'intérieur et qui sont marquées par la nature. Passez au suivant. Alors le type apparaît avec la 19e dynastie et la poussée des peuples de la mer, mais vous voyez la coiffure totémique africaine, c'est seulement à cette époque-là que vous avez un type comme ceci, parce que à cette époque-là, dans chaque maison égyptienne, il y avait au moins un esclave d'origine blanche. Dans chaque maison égyptienne, tant soit peu, si le chef de famille est tant soit peu aisé, il y avait au moins un esclave, parce que les peuples de la mer ont attaqué l'Égypte. L'Égypte, du fait de son organisation technologique, était le seul pays à survivre, n'est-ce pas, à résister à la tourmente. Et les esclaves faits étaient tellement nombreux qu'on était obligé de les donner au temple d'Amon, de les distribuer. Passez rapidement aussi, ça va être fait. Alors voilà les prisonniers qui étaient faits. Vous voyez, ce sont des prisonniers indo-européens. La main est dans une entrave. Vous voyez ici,
Vous voyez le type physique, le nez, la bouche, le nez, le crâne. Vous voyez bien la main ici, et l'autre main dans une entrave. Voilà les Indo-Européens, voilà sous quel statut l'Européen est entré pour la première fois dans l'histoire de l'Égypte. Vous ne pouvez pas les voir dans l'iconographie égyptienne occupant des places de dignité, c'est tout à fait normal. C'est toujours sous cette forme caricaturale, sous les traits d'un prisonnier, un peu comme le tirailleur sénégalais dans l'imagerie coloniale. Passez au suivant. Alors là, vous voyez, quand les peuples de la mer ont attaqué sous Merneptah, sous le 4e fils de Ramsès II, ils ont été vaincus. Et vous voyez, alors, donc, tout cela, tout ce que vous voyez donc les traits physiques, vous voyez le menton comme c'est rendu. C'est le type vraiment européen. Voilà le nez, le front, les cheveux, les yeux. Et alors, vous avez la femme, l'enfant et tout le peuple qui suit derrière. C'est tout le peuple parce que ces peuples-là se déplaçaient, elles étaient à l'âge ethnographique. Et c'est toute la peuplade qui s'est déplacée, et quand elles étaient vaincues, les Égyptiens ont ramassé les armes, ils ont ramassé toute la tribu, sous le commandement d'un de leurs chefs qui s'appelait Mérinré. On ne pouvait pas les tuer, on les a marqués au fer pour montrer que ce sont des esclaves et distribués au temple. Vous savez que l'esclavage africain est toujours un esclavage, n'est-ce pas, patriarcal. Mais voilà donc les contacts du monde leucoderme de la Méditerranée septentrionale avec le monde africain, c'est sous ces rapports-là, ce n'est pas sous d'autres rapports. Et voilà comment le métissage s'est fait de bas en haut. Et voilà pourquoi vous verrez le teint africain s'éclaircir sans que vous voyez ces prisonniers représentés avec des traits de chef ou de dignité, il ne pouvait pas en être question. Passez à autre chose. Au suivant. Alors là aussi, c'est les mêmes, en pied de meuble, toujours dans une position caricaturale, vous voyez. Passez au suivant. C'est toujours des Indo-Européens. Là, c'est en position de crapaudine. Vous voyez le nez, les yeux, hein, les bras donc contractés et sous forme de lampe à huile. Donc toujours, c'est la race dominée est toujours représentée sous des traits grotesques comme ça. De sorte que si vous allez en Méditerranée septentrionale à l'époque classique, justement, vous pouvez étudier la façon caricaturale dont on représente les nègres dans la petite histoire. Mais vous pouvez très bien faire l'inverse, c'est-à-dire faire la petite histoire et étudier l'acculturation du monde blanc en Méditerranée méridionale et en particulier dans la vieille civilisation égyptienne. Vous ne manqueriez pas de vignettes pour illustrer votre étude. Passez au suivant. Alors là aussi, vous voyez les sémites également sur les rochers du Sinaï. Vous n'avez pas un seul pharaon avec un profil sémite. Les Égyptiens étaient des Noirs tout court. Ce n'étaient pas des Sémites, ce n'étaient pas des Indo-Européens. Vous avez vu tous les profils que je vous ai montrés. Voilà le profil sémite. Vous n'avez pas un seul pharaon avec ce profil. Et toujours représenté, toujours avec une privation de la liberté. Ceci n'est pas important quand il s'agit de l'ensemble des Africains maintenant, mais c'est tout juste quand même pour caractériser une période et situer l'histoire dans son vrai cadre, c'est tout. Une fois dit, c'est presque oublié. Mais parce qu'aujourd'hui, il faudra développer le monde sur d'autres bases, mais chacun de nous doit être en pleine possession de son patrimoine culturel et ancestral. Et c'est seulement à partir de cette plénitude culturelle que nous pourrons sincèrement collaborer en dehors de toute aliénation. Passez au suivant. Alors là, vous voyez, on vous montre toujours, par exemple, cette scène, c'est les Hébreux qui viennent en Égypte. Souvent, voilà les Égyptiens qui sont en train de recenser les tribus apportées par les Hébreux. Mais dans les manuels, n'est-ce pas, souvent, on coupe la scène ici. Ceci disparaît et ça s'arrête là. On ne vous montre pas les officiers, si vous voulez, les fonctionnaires égyptiens qui sont en train de recenser les impôts apportés par la race dominée en Égypte. Et vous voyez la différence ethnique, il n'y a pas de confusion possible. Ces deux-là, ce sont les Égyptiens qui sont en train de comptabiliser ce qu'apportent les Hébreux. Passez au suivant. Donc ce ne sont pas non plus ceux-là qui ont créé la civilisation égyptienne. Au contraire, vous connaissez les rapports historiques entre Sem et Kham, surtout à cette époque-là, qui étaient des rapports très pénibles, mais de domination du monde noir, n'est-ce pas? C'est le monde noir à l'époque qui dominait les autres. Et la littérature biblique de l'Ancien Testament est justement une littérature messianique à juste titre.
vous vivrez dans un pays qui ne sera point le vôtre et vous y serez persécutés, etc. Alors ça, ce sont les Crétois qui apportent aussi leur tribut à l'Égypte, à Rechmiré, le premier vizir de toutes nos histoires 18e dynastie, assez rapidement. Donc vous voyez, c'est tout le monde méditerranéen qui était dominé par l'impérialisme égyptien sous la 18e dynastie. Là, jusqu'au XIe siècle, l'iconographie byzantine, 11e siècle après Jésus-Christ, regardez dans l'iconographie byzantine comment à Byzance on représentait précisément le pharaon ici, sous une tente noire. Il est représenté Abraham et Sarai qui sont venus, la fameuse scène biblique, et Abraham qui se présente ici devant le pharaon, et il représentait également, vous voyez la scène, c'est la même scène au-dessus aussi, c'est toujours le pharaon, et Abraham est là avec son auréole, l'auréole de sainteté. Mais il était là sous les traits d'un berger, tout simplement, les apparences d'un berger, et c'était la domination technique du monde noir à cette époque-là. Passez au suivant. Alors là, donc, voilà pour la parenté ethnique. Pour la parenté linguistique, ici, j'ai pris un verbe dans une langue africaine que j'ai conjugué au présent et au passé. Vous avez le même morphème, les mêmes pronoms suffixaux, vous avez le même morphème du passé, en égyptien ancien, en copte, et dans une langue africaine, sur l'océan Atlantique, comme le Wolof. Et on aurait pu le faire en Haoussa, on aurait pu le faire avec presque une bonne partie des langues tchadiennes. Vous voyez, cette parenté morphologique, c'est une parenté qui ne peut pas être accidentelle. Le verbe que, qui veut dire saisir sa proie, est le même en égyptien, en copte et en Wolof aujourd'hui. Et ce même verbe, vous l'avez au présent, à la troisième personne du singulier, vous avez ces deux pronoms que vous retrouvez en copte et que vous retrouvez aussi dans une langue comme le Wolof. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et vous avez le morphème du passé, quand vous conjuguez le même verbe au passé, vous ajoutez N, n'est-ce pas? Et là aussi vous ajoutez N, et vous avez donc le même temps. Vous ne pouvez pas faire ceci ni avec une langue sémitique, ni avec une langue indo-européenne. Et avec les langues africaines sont diversement apparentées morphologiquement à l'égyptien ancien. Passez au suivant. Et c'est ce qui justifie justement, si vous voulez étudier ça en détail, vous l'avez dans les parentés génétiques de l'égyptien ancien et des langues négro-africaines. Ici, vous avez également l'influence religieuse de l'Égypte. C'est Osiris, le premier dieu qui trône pour juger les morts. Et il pèse les actions des morts. Et sur la balance, c'est le dieu Mat. Ici, on pèse le cœur, les intentions, les actions. Et si le bien l'emporte sur le mal, eh bien, on est justifié devant Dieu, devant Osiris. Vous savez que cette scène nous rappelle bien des versets même, soit de la Bible, soit du Coran. Et vous voyez en quoi la pensée religieuse africaine a préparé la voie aux religions révélées. Et ces rapports historiques les mettre en évidence, c'est une forme de contribution justement à la fraternisation universelle. Ce n'est pas du tout interdit de le faire, au contraire, puisque c'était fait d'histoire. Ceci n'enlève en rien, n'est-ce pas, ne diminue en rien le caractère révélé aussi de ces religions, puisqu'aussi bien nous acceptons que le judaïsme, le christianisme et l'islam ont des liens, mais la pensée antérieure aussi a préparé la voie à ces trois religions. Et là, c'est le dieu Mat, le dieu de la justice, qui veut qu'il ne manque pas un seul brin. La balance, c'est précisément cela. Ils sont en train de peser. Et tantôt c'est le dieu Mat qu'on met sur la balance, qui est le dieu de la justice, et le mot signifie équilibré dans une langue comme la mienne, ou tantôt c'est la plume, donc qui sert à écrire la vérité, et qui symbolise donc la vérité. C'est la plume que l'on met sur une des balances, et sur l'autre, le cœur du défunt. Voyez. Donc cet esprit de justice et de charité, qui est typiquement africaine, et qui était déjà la partie constituante, n'est-ce pas, de l'idéologie religieuse égyptienne, de la religion d'Osiris, a préparé la voie aux religions révélées. Passez au suivant. Et ici, vous voyez que l'Égyptien avait effectivement inventé la notion de paradis. Vous avez pour la première fois représenté dans l'iconographie religieuse le paradis et le sirat al-mustaqim, c'est-à-dire dans le Coran, ce que nous considérons comme l'accès au paradis. Vous avez donc un serpent hideux qui forme un pont au-dessus de l'enfer. L'enfer est représenté, voilà l'enfer avec ses flammes.
Et le mort, il est là. Il n'est soutenu que par ses actions. Et si le bien l'emporte sur le mal, il pourra affronter ce monstre hideux qui constitue un pont branlant au-dessus de l'enfer qui est suspendu dans le vide. Cette ligne est une simple ligne de niveau. Le serpent est suspendu dans le vide au-dessus de l'enfer et le mort doit passer justement. Il doit suivre, vous voyez, toutes les... Vous voyez là, c'est des torsadés. Donc il doit suivre les plis du corps du monstre qui sont des descentes vertigineuses et des remontées, et ensuite des descentes vertigineuses jusqu'à la fin. Et ici, la partie solide est coupée. Là aussi, la partie solide, on la retrouve. Et entre les deux, vous avez ce serpent qui forme un pont hideux. Et il faut le traverser pour arriver ici. Et quand on arrive là, c'est le paradis. Et ceci, c'est à 78 mètres du sol, dans le tombeau du père de Ramsès II, le tombeau de Séti Ier. La photo est floue parce que j'avais fait braquer tous les projecteurs pour ne pas la louper. Et c'est pour ça qu'elle est floue comme ça. Mais vous pouvez la retrouver si vous allez en Égypte et si vous visitez dans la vallée des rois, le tombeau de Séti Ier, le père de Ramsès II, et nous sommes en 1300 avant Jésus-Christ. Donc 1300 ans avant Jésus-Christ. Et plus de 400 ans avant Moïse, l'Égypte avait déjà inventé la notion de paradis, la notion d'enfer et la notion de récompense dans l'au-delà. Et il faudra attendre le 2e siècle avant le christianisme pour que le judaïsme ait définitivement opté pour l'existence d'une vie dans l'au-delà. Quand Yahvé parle avec Moïse, il ne parle pas de l'au-delà. Il parle du peuple qu'il a choisi. Et ce peuple qui va être vengé sur terre. Tout se passe ici. Et la notion d'une vie de l'au-delà, c'est l'Égypte qui l'a développée et qui l'a transmise aux autres religions. Ça, c'est un apport typiquement africain et africain noir. Passez au suivant. Voilà aussi le fameux arbre qui est au paradis et où l'on écrit les noms pour l'éternité. Et on y écrit justement les noms des pharaons. Vous voyez, Séti Ier, Toutmoses III, etc. Passez rapidement au suivant. Et vous savez bien que dans notre symbolisme religieux islamique aussi, cet arbre, n'est-ce pas, a une très grande signification. Alors, voilà les instruments chirurgicaux qu'utilisaient les Égyptiens, qui vous donnent une idée aussi de la pratique de cet art à cette époque, rapidement. Assez. On n'a plus le temps de commenter. Alors, cette balance quand même, qui montre, si vous observez, s'il y a des mécaniciens dans cette salle, des mathématiciens, spécialistes en mécanique, vous devez voir que rien que cette balance, cette image, suppose la connaissance de toute la théorie d'Archimède sur les leviers. Vous voyez, c'est une balance, donc c'est un levier à bras égaux. Et ici, vous avez des curseurs gradués. Et vous voyez, le peseur, il a un fil à plomb dont il vérifie la verticalité. Et il est en train de fignoler la pesée en déplaçant ces curseurs qui ont des poids variés. Et alors, en les plaçant vers l'extrémité, il modifie le centre de gravité et il transforme le levier à bras égaux en levier à bras inégal. Vous voyez? Donc, à bras inégaux, et par conséquent, il transforme le levier en bascule. Ceci suppose tout ce que nous pouvons imaginer, ceci suppose la maîtrise de toute la théorie du levier, que l'on a voulu également aussi attribuer, n'est-ce pas, à Archimède, et nous sommes en 1400, c'est-à-dire 1100 ans avant la naissance d'Archimède. Passez encore au suivant. Ici, vous avez le fameux levier à bras inégaux qui était appliqué même dans la technologie égyptienne pour puiser de l'eau. Archimède disait que s'il avait ce point d'appui, il soulèverait la terre. Il voulait parler de l'utilisation du levier à bras inégaux. Plus celui-ci est long, plus celui-ci est court, vous pouvez lever les charges les plus étonnantes. C'est tout, et vous le voyez appliqué ici. Alors, justement, l'autre, c'est même une charge qui bascule tout seul. Passez au suivant. Alors ici, vous avez donc les problèmes du papyrus Rhind. Cette figure n'est pas tracée par un moderne, c'est la figure du scribe.
d'il y a 4000 ans. Et il donne un triangle dont la hauteur est 13 et la base 4, et il demande de calculer la surface. Et il trouve le résultat. Passez au suivant. Donc, tous les problèmes de la géométrie élémentaire, ici, il donne un tronc de cône. Vous voyez ici le tronc de cône. C'est un pilier, précisément. Et on donne également... Alors, la hauteur est égale à 30 et toute la base, donc le sinus est égal à 30, c'est un problème de trigonométrie. Et le cosinus est égal à 15. C'est le double du cosinus que l'Égyptien donnait. Après, il divisait par 2 pour retrouver les conditions du cercle trigonométrique, sauf que le rayon n'était pas égal à l'unité. Et donc, ça revenait à dire, quand j'avance de temps de palme, de combien je me lève. Et donc, il demandait à calculer la pente, c'est-à-dire la tangente, et il donne exactement la formule de la tangente, la cotangente. Tantôt, on te donne le sinus et la tangente. On te donne toujours 2 lignes trigonométriques pour te demander de trouver la troisième. Voici ce problème, cette figure, elle est du scribe, elle n'est pas des modernes. Et vous voyez le tronc de cône qui est donné ici. Passez au suivant. Donc, lorsqu'on vous dit que l'Égyptien, ça c'est justement le papyrus en hiératique, le papyrus de Moscou, c'est le problème numéro 14, celui qui traite précisément du volume d'un tronc de pyramide. On donne la base, le côté du carré du sommet, la hauteur, et on demande de trouver le volume. Et c'est là que le scribe a trouvé la fameuse formule dont je vous ai parlé tout à l'heure. A sur 3 est égal à A2 plus B2 plus le produit de A par B. Eh bien, c'est impossible d'accéder à une formule analytique de ce genre par des voies empiriques. Passez encore au second problème. Ça, c'est justement le problème en hiératique qui est transcrit en hiéroglyphe. Donc, c'est toujours comme ça qu'on fait. Et qui traite du problème donc de la volume d'une demi-sphère. Ceci est une demi-sphère et on demande aussi sa surface. Et le scribe trouve exactement la valeur requise en fonction des données qui montre donc, comme je vous le disais, ne pouvez pas ignorer cette donnée mathématique des Égyptiens. Mais comme l'a dit Diodore, tous les Grecs, une fois rentrés chez eux, s'appropriaient les inventions des Égyptiens. Et ça, c'est la théorie d'une surface courbe. C'est la première formule exacte de la surface de la sphère donnée par le problème numéro 10 du papyrus de Moscou. Passez au suivant. Donc, vous voyez, ce sont des faits scientifiques palpables, ce n'est pas le fruit d'une imagination. Ici, nous avons aussi cette ellipse dont il s'agissait de calculer la surface que les Égyptiens ont trouvée avec une approximation de près de 1/700e. Donc, là aussi, nous voyons effectivement que même les coniques, les Égyptiens les ont abordés, et c'est sur les murs de Luxor. Et c'est la même courbe qui a été reproduite ici pour essayer de retrouver la méthode par laquelle ils avaient calculé la surface de l'ellipse. Par conséquent, même Apollonius de Perse aurait des comptes à rendre. Passez au suivant rapidement. Alors ici, c'est la quadrature du cercle, vous voyez bien. Les Égyptiens, c'est le problème numéro 48 du papyrus Rhind, qui compare la surface d'un rectangle, la surface d'un carré, pardon, de côté 9 à un cercle, au cercle inscrit, de diamètre 9 également. Donc c'est le fameux problème de la quadrature du cercle. Nous ne savons pas, nous sommes presque sûrs qu'on ne sait pas si les Égyptiens avaient saisi le caractère transcendant de ce problème. Peut-être pas, mais en tout cas le problème est là, il est posé, et c'est le problème numéro 48 de Rhind. Ici c'est un rectangle, le scribe donne la longueur qui est 10, il donne la largeur qui est 2, il demande de trouver la surface également. Ce sont des exercices qu'on donnait, c'est comme si on avait perdu les sciences modernes et on tombait sur un traité de mathématiques de la classe de 3e, un peu, sauf en ce qui concerne le papyrus de Moscou.
Encore que dans le papyrus cylindre, il y a quand même d'autres éléments qui sont beaucoup plus difficiles, surtout les problèmes d'arithmétique et les problèmes d'algèbre. Passez rapidement. Alors là encore, vous voyez, c'est encore des problèmes de trigonométrie. Alors là, nous avons donc toujours le sinus de 350 et puis non 250 et le double du cosinus 360 et on demande de trouver la pente. Les Égyptiens avaient besoin justement de calculer les pentes des pyramides et c'est pour ça qu'ils avaient inventé la trigonométrie. Passez rapidement au suivant. Là c'est le trapèze. Le scribe donne donc la hauteur du trapèze qui est égale à 20. La petite base qui est égale à 3, la grande base qui est égale à 6 et il trouve la surface. Passez. Donc vous voyez toutes les figures élémentaires, ça c'est un cercle de diamètre 9 et on demande de calculer la surface. Ils ont trouvé la surface avec une valeur de pi égale à 3,16 alors que les Mésopotamiens étaient loin de soupçonner qu'ils donnaient la valeur de pi sans partie décimale, ils donnaient la valeur de pi égale à 3. Ils calculaient les surfaces avec une valeur de pi égale à 3. Cela vous donne aussi une idée de la différence. Ici, les Égyptiens ont déterminé pi pour une valeur de 3,16. Passez au suivant. Nous sommes presque sûrs qu'on ne sait pas si les Égyptiens avaient saisi le caractère transcendant de ce problème. Peut-être pas, mais en tout cas, le problème est là, il est posé. Et c'est le problème numéro 48 de Rhind. Ici, c'est un rectangle. Le scribe donne la longueur qui est 10, il donne la largeur qui est 2, il demande de trouver la surface également. Ce sont des exercices qu'on donnait, c'est comme si on avait perdu les sciences modernes et on tombait sur un traité de mathématiques de la classe de 3e, un peu, sauf en ce qui concerne le papyrus de Moscou. Encore que dans le papyrus cylindre, il y a quand même d'autres éléments qui sont beaucoup plus difficiles, surtout les problèmes d'arithmétique et les problèmes d'algèbre. Passez rapidement. Alors là encore, vous voyez, c'est encore des problèmes de trigonométrie. Alors là, nous avons donc toujours le sinus de 350 et puis non 250 et le double du cosinus 360. Et on demande de trouver la pente. Les Égyptiens avaient besoin justement de calculer les pentes des pyramides et c'est pour ça qu'ils avaient inventé la trigonométrie. Passez rapidement au suivant. Là c'est le trapèze. Le scribe donne donc la hauteur du trapèze qui est égale à 20. La petite base qui est égale à 3, la grande base qui est égale à 6 et il trouve la surface.